Allez, on va continuer de se former. Je mets mon petit Pomodoro à pourquoi il fait ça 25 minutes. Donc, on continue la partie HTML, HTML5. Création d'un formulaire. Ok, donc c'est la balise forme et un attribut action dans lequel on spécifie l'URL vers laquelle on va envoyer les données. Alors, il faut inclure la balise texte dans le formulaire. Donc on ferait comme ça, et l'action c'est submit cat photo. Et là, on ferme le formulaire. Make sure. Ah oui, petit problème. Inversion de lettre, submit. Ok. Alors ensuite, ajouter un bouton d'envoi. Donc, une balise bouton type envoi. Ça permet d'envoyer les données dans le formulaire. Dans ce cas-là, on va ajoute le bouton comme dernier élément du formulaire de type submit. Ok, donc ce qu'on veut, c'est un bouton de type submit qui dit submit. Hop, on le voit apparaître. Et donc, c'est gagné. Hop. Alors, on peut utiliser du HTML5 pour rendre un champ obligatoire. Par exemple, si on veut rendre le champ texte obligatoire, il suffit de rajouter l'attribut required. Donc, on va ajouter cet attribut sur notre champ input. Pour qu'on ne puisse pas soumettre le formulaire sans compléter ce champ. Ok. Donc, je mets required. Et là, si j'essaye d'envoyer le formulaire, automatiquement, on a un petit bulle d'aide qui nous dit veuillez renseigner ce champ. Alors, ajouter des boutons radio. Donc les boutons radio, ce sont des inputs de type radio. Chaque radio bouton a son label. Donc, si on crée plusieurs boutons, ça se désélecte automatiquement les autres boutons du même groupe. Ok. Donc, on met le label avec for. L'attribut for doit avoir une valeur qui correspond
à la valeur de l'attribut ID. Ça c'est pour l'accessibilité, les technologies d'accessibilité comme des claviers braille ou des lecteurs d'écran. Donc ajouter deux boutons radio à votre formulaire, chacun entouré par l'élément label. L'un doit avoir une option indoor et l'autre outdoor. Tous les deux doivent partager le même nom. Ok, donc on va ajouter ça. Donc input. Alors d'abord on va mettre le label. Hop. Le label qui est un for indoor. Ensuite un input avec un ID qui correspond au for indoor. Type égale radio. On donne un nom. Donc là c'est indoor outdoor. C'est ce qui se trouve ici. Et donc on va mettre indoor. On ferme le label. Et on va dupliquer ça. Et à la place de indoor, on va mettre outdoor. Et ça devrait marcher. Donc là on voit indoor, outdoor. Ok. Donc si j'en sélectionne un, que je sélectionne l'autre, ça désélectionne le premier. Parce qu'ils ont le même nom et qu'ils font partie du groupe. Donc si par exemple je donne pas le même nom, je peux sélectionner les deux. Ok. Testons. Bing. Alors, ça c'était les radio buttons, maintenant c'est les checkbox. Donc les checkbox, c'est des inputs qu'on entoure aussi d'un champ label. Toutes les checkbox doivent avoir la même source, le même attribut name. Ok. C'est une bonne pratique de définir les relations entre les checkbox input et les labels correspondants en utilisant for et id qui doivent matcher. Ça c'est comme pour les boutons radio. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ajouter 3 checkbox. Chaque checkbox doit être entouré d'un élément label et chacun doit avoir l'attribut name avec la valeur personality. Alors on y va. Donc, on va faire label for. Il faut qu'on trouve donc ce sera par exemple valeur 1, input id valeur 1, type checkbox, name, personality, on ferme, on donne la valeur 1, et on ferme le label. Hop. On ferme le label, et ça, on va le multiplier. On va le multiplier par
Hop, 3 fois répété, et là on mettra valeur 2. Et là, valeur 3. Voilà. Du coup, pour que ça aille à la ligne, comme les boutons radio, on va rajouter la petite balise BR. Voilà. Et donc cette fois, les checkbox, bien qu'ils aient le même name, on peut les sélectionner l'un ou l'autre. Un personality. Ok. J'ai mis 2 N. Ok. Donc maintenant, on peut cocher des boutons radio ou des checkbox par défaut en rajoutant l'attribut checked. Ok. Donc il faut avoir de checker le premier bouton radio et le premier checkbox. Voilà. Alors, ok, l'élément div. L'élément de division, c'est un conteneur. Pour d'autres éléments. C'est certainement l'élément le plus utilisé en HTML. Donc on a div et la balise fermante. Donc, il faut mettre dans un div les choses que les chats aiment et les choses que les chats détestent. Donc c'était nos listes. Donc, les choses que les chats aiment, je mets mon div. Ouvrons là. Il y en a un seul pour l'ensemble. Ok. Try putting. Ok. Ah, doctype. Donc là, on aborde ce qui est l'entête des documents HTML. Ça n'a aucun impact sur la page, mais ça définit la structure du document. Donc en HTML5, on met toujours une première ligne, doctype, espace HTML. Et ensuite, on doit entourer tout le reste du code HTML dans des balises ouvrantes fermantes HTML. Donc ajouter un doctype. Ok. Tac. Ensuite, ouvrir et fermer les clouds HTML et ajouter un élément H1. Et on peut mettre le texte qu'on veut. Ok. Donc, HTML, HTML, et là on va mettre un élément H1. Donc, mon titre principal. Alors ensuite, les balises head et body. Donc,
dans la balise head, on mettra d'autres balises qui seront des métadatas liés au document. Et ensuite, après head, on aura une grande section avec le tag body qui contiendra le contenu de la page. Les metadatas, ça peut être des balises meta, title, style, link. Donc style qui redirige, qui fait référence à une feuille de style CSS. Et link, c'est un lien vers, par exemple, une librairie JavaScript. Donc, au final, la structure typique d'une page, c'est ça. Donc, éditer les balises afin d'ajouter un head et un body. Le head doit inclure le titre, uniquement le titre, et le body, les éléments H1 et P. Ok. Donc, le head, et le body. C'est tout le contenu. Ok. On a terminé la partie basique HTML et HTML5. Et on va attaquer la partie CSS. Allez, hop. Donc, les feuilles de style vont s'occuper un peu du design du site. C'est là où on pourra spécifier le type de font, la couleur, les positionnements, les espacements, les dimensions, etc. Alors, les feuilles de style, on peut les mettre directement dans des balises HTML avec l'attribut style. Ou alors, on peut mettre le code de CSS autour de balises style. C'est plus des attributs, c'est une balise spécifique. Et on peut mettre les règles CSS dans une feuille de style, donc c'est une feuille à part, .css. Ce qui est l'utilisation préférée pour séparer la structure HTML du document de sa présentation visuelle. Ok, ben alors allons-y. Go to the first lesson. Alors, on retrouve notre application de photo de chat. Changeons quelques couleurs. Donc, on va changer la couleur de H2, j'ai l'impression. Changer l'élément afin de mettre le texte en rouge. Donc, là on utilise la solution où, pour appliquer le style, on utilise l'attribut style dans la balise H2, et ensuite on utilise color et red, j'imagine. Et oui. Ah, d'accord. On doit clore la déclaration de style avec un point virgule. Alors,
CSS Selector pour styler un élément. Il y a des centaines de propriétés CSS. Donc là, on va utiliser la deuxième solution. On va supprimer le style ici et on va le déclarer un bloc style pour le CSS. Et on va dire que le style s'applique à la balise H2 et entre accolades, on va définir le style. Donc, supprimer l'attribut style de H2, créer un bloc style. Ajouter le CSS nécessaire pour que H2 devienne bleu. Alors, blue. Voilà. Ça doit être bon. Alors, utiliser une classe CSS pour styler un élément. Ok, donc là, on a stylé les balises H2. Maintenant, on va appliquer un style à des balises qui utilisent l'attribut classe. Voilà. Donc H2 classe blue text. Et dans le style, pour définir que c'est une classe, ce qui définit la classe, c'est le petit point en fait. Donc ce style-là s'appliquera à la classe blue-text. Alors, dans le bloc style, changer donc l'élément H2 par red text, mettre à jour le couleur en red et ajouter la classe à l'élément H2 qui va donc être red text. Alors, appliquer un style à plusieurs éléments avec les classes. On peut utiliser la même classe sur plusieurs éléments. Par exemple, si ici j'ajoute l'attribut classe et que je mets red-text, clic here to view more se transforme en rouge. Changer la taille de la fonte d'un élément. Donc on utilise la propriété CSS font-size. Donc maintenant on va dire qu'on applique à toutes les balises P le style suivant, font-size égale 16 pixels. Ouh. Et on met le point virgule. Donc ça pourrait être 6. Et ce serait très petit. Ça peut être 16. Alors, le type de fonte. Donc là, on utilise l'attribut font family. Il faut utiliser la fonte monospace pour tous les éléments P.
Donc, là, on avait font size, on va rajouter un deuxième attribut, font family, notre Pomodoro se termine. Je vais terminer cet exercice. Monospace. Et là, on voit que la fonte appliquée au texte est pas la même que pour les chats, par exemple, que pour le titre. Alors là, on voit aussi, comme on avait des paragraphes, que ça a changé également. Things love cats. Et les 3 choses que les chats détestent. Ok, on passe le test. Ok. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment importer une fonte Google. Et si on regarde un peu notre avancement, donc on a fini Basic HTML, HTML5. Et CSS, on commence à peine, il y a un peu de boulot. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Ciao!